Vous connaissez très certainement l'ensemble des complexes. Eh bien, j'espère pour vous, car aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Plus précisément, nous allons continuer notre voyage dans les nombres complexes, déjà débuté dans ma deuxième vidéo de la chaîne, et on va notamment aborder une certaine trigonométrie complexe. De ce fait, ce serait mieux que vous aurez des bases en trigonométrie, mais aussi dans les nombres complexes tout bêtement. Mais pour pas trop pénaliser ceux qui sont concernés, je vais tout de même faire des rappels de temps à autre. Eh bien, allons-y alors. Ah, de retour sur notre plan complexe. Pour rappel, sur ce plan, on peut représenter n'importe quel nombre complexe, ayant une partie réelle correspondant aux abscisses, et une partie imaginaire correspondant aux ordonnées. Et ici, j'ai écrit ce nombre dans sa forme algébrique, réel plus imaginaire. Et cette forme est en fait extrêmement pratique pour l'addition et la soustraction. Regardez, ici on va poser un deuxième nombre complexe Z2, et lorsqu'on fait la somme de ces nombres complexes, eh bien on fait tout simplement la somme des parties réelles et des parties imaginaires. Et donc idem pour la soustraction. Vous êtes aussi censé savoir qu'un nombre complexe est en partie caractérisé par un vecteur. De ce fait, lorsqu'on fait la somme de nos nombres complexes, eh bien on peut mettre ces vecteurs bout à bout. Et le point résultant, qu'on va nommer Z3, eh bien c'est tout simplement notre somme. Cela est permis grâce à la relation nochale. Et pour une soustraction, ça revient à faire l'opposé du vecteur concerné. C'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de la multiplication et de la division? Et c'est en fait là où ça devient un peu plus compliqué, surtout au niveau de la division. Si on multiplie des nombres complexes, faut pas oublier de mettre les parenthèses. Ensuite, on applique la double distributivité. Le BI facteur de B de I devient moins B B2 parce que I au carré c'est égal à moins 1 par définition. Et ensuite j'ai juste regroupé les parties réelles et imaginaires pour ressembler à un nombre complexe. Et même si cette nouvelle formule générale vous a l'air pas si compliquée que ça, la prochaine méthode que je vous proposerai sera bien plus simple, même si cette formule est totalement juste. Par contre, au niveau de la division, on sait même pas par quoi commencer. En réalité, on peut convertir cette division en un produit entre un nombre complexe et l'inverse d'un nombre complexe, et il existe une formule qui permet de calculer l'inverse d'un nombre complexe. C'est tout simplement le conjugué de z divisé par la norme de z au carré. Le conjugué d'un nombre complexe, c'est le nombre complexe, mais tu fais l'opposé de la partie imaginaire. Et pour rappel, la norme ou le module d'un nombre complexe, c'est tout simplement la longueur de son vecteur, qui se note donc racine carrée de a au carré plus b au carré. De ce fait, il est totalement possible de calculer un quotient de nombres complexes, et encore heureux d'ailleurs, mais encore une fois, cette méthode est assez lente comparée à ce que je vais vous montrer après. Dès lors, je vais assez brutalement vous balancer une nouvelle forme pour les nombres complexes, ce qu'on appelle la forme polaire. Z est égal à la norme de Z, multipliée par l'exponentielle de l'argument de Z fois I. La norme, vous savez ce que c'est. L'exponentielle, c'est pas grave si vous savez pas ce que c'est, mais si vous voulez plus d'infos, je vous invite à voir ma vidéo sur le nombre d'Euler. Et l'argument, vous savez ce que c'est normalement, mais c'est tout simplement l'angle entre le vecteur et la partie positive de l'axe des réels. On peut simplifier cette écriture en notant R la norme du nombre complexe et θ son argument. Et c'est ça qu'on appelle la forme polaire. Alors, oui, je sais que pour vous, ça semble sortir de nulle part, mais il existe bien une origine précise à cette forme. Mais pour le moment, revenons sur notre problème de la multiplication et de la division. On va encore noter un deuxième nombre complexe Z2, mais cette fois-ci écrit sous forme polaire. Et ici on peut tout simplement utiliser la loi des exposants, qui dit que le produit de puissance équivaut à additionner les exposants. Ce qui nous donne R fois R2 fois exponentielle de θ plus θ2, le tout multiplié par I. D'ailleurs, ce que nous dit cette formule, c'est que multiplier des nombres complexes revient à multiplier les normes et à additionner les arguments. Et pour la division, ce n'est pas plus difficile, car on sait que le quotient de puissance revient à soustraire les exposants. Ce qui nous donne R divisé par R2 fois exponentielle de θ moins θ2, le tout multiplié par I. Et donc ici, intuitivement, cette formule nous dit que diviser des nombres complexes revient à diviser les normes et à soustraire les arguments. Il est vrai que pour le moment,
Il est difficile de comprendre exactement ce que la forme polaire ajoute de plus. Mais d'abord, essayons de comprendre son origine. Elle provient en effet de la formule de Euler, une formule extrêmement connue dans la communauté mathématique. Il manque le R, c'est ça? Eh bien, pas de souci, il suffit de l'ajouter. Ce qui nous donne R fois exponentielle ix est égal à R facteur de cosinus de x plus i sinus de x. Et même si ici on pourrait effectuer une identification et remarquer qu'on a une partie réelle qui est égale à cosinus de x et une partie imaginaire qui est égale à sinus de x, je vais plutôt m'apprêter à faire une démonstration plus intéressante. Alors revenons sur notre plan complexe. Ici, pour clarifier mon but, je vais être capable de calculer la valeur de a et de b sans forcément les connaître au préalable. Donc en gros, je veux trouver deux formules pour ces deux nombres. Ici, on peut remarquer un triangle rectangle que j'affiche à l'écran, qui a pour hypoténuse le module du nombre complexe, donc R, et qui a pour cathète a et b. En réalité, c'est plutôt leur longueur, mais bref. Et là, vous avez juste besoin de vous rappeler de votre trigonométrie de collège, ce catoa, ou cassotoa, qui dit tout simplement que le sinus est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, et que le cosinus est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Ici, notre angle, c'est θ, donc l'argument. L'hypoténuse, c'est tout simplement R, comme dit précédemment. Et on sait que l'opposé, c'est tout simplement B, et l'adjacent, c'est A. Puis, on peut isoler B et A en multipliant par R, et voilà nos formules. A est égal à R cosinus de θ, et B est égal à R sinus de θ. On a réussi à exprimer A et B en fonction du module et de l'argument. C'est pas joli ça? De plus, on peut remarquer assez subtilement que le cosinus a l'air d'être à l'horizontale et que le sinus plutôt à la verticale. Ce que je veux dire par là, c'est que B représente les ordonnées et A les abscisses. Et ça, c'est pas des moindres parce que c'est comme ça que fonctionne le cercle trigonométrique justement, en quelque sorte. Bon bah maintenant on peut remplacer A et B dans notre forme algébrique. A plus BI, ce serait donc égal à R cosinus de θ plus R sinus de θi. Et maintenant on peut tout simplement factoriser par R. Et cette forme-là, on l'appelle aussi forme polaire. Mais plus spécifiquement, elle se nomme la forme trigonométrique. Si on reprend notre formule d'Euler et qu'on change x par θ, on peut remplacer le cosinus de θ plus i sinus de θ par exponentielle iθ. Ce qui nous donne finalement R fois exponentielle iθ. Exactement notre forme polaire de tout à l'heure. Et celle-là se nomme même la forme exponentielle. Mais maintenant, une question demeure. Comment calculer R et θ? R, je vous ai déjà dit comment le calculer précédemment, car c'est le module, donc c'est-à-dire racine carrée de a au carré plus b au carré. Et au niveau de θ, c'est un peu plus technique. En gros, θ est un angle en radian. Pour rappel, un radian, c'est la mesure du rayon sur la circonférence d'un cercle. Et effectivement, θ détermine la position du point au niveau d'un cercle. Et vous voyez précédemment quand je vous ai dit que le cosinus représente l'abscisse et sinus l'ordonnée, ben ici c'est totalement ce qu'on est en train d'insister. De plus, le module R représente en fait le rayon de ce cercle. Regardez sur GeoGebra, ici j'ai défini une variable R qui représente donc notre module mais aussi le rayon. J'ai tracé un cercle grâce à son équation cartésienne, donc c'est-à-dire racine carrée de x au carré plus y au carré égale R, donc égal au module en fait. Et j'ai aussi défini un argument θ qui est pour le moment égal à 0. Et notre point A ici joue le rôle d'un nombre complexe, qui a pour coordonnées R cosinus de θ et R sinus de θ. Vous voyez que lorsque je fais varier l'argument θ, eh bien le point tourne autour du cercle. Et je peux aussi faire varier R et on voit bien que ça change le rayon du cercle. Ça c'était juste pour comprendre visuellement ce que ça donne, mais maintenant revenons sur notre problème de calculer θ. Il y a deux moyens pour calculer θ, techniquement 3. Soit on utilise A est égal à R cosinus de θ, soit on utilise B est égal à R sinus de θ. On divise par R des deux côtés, et ensuite on utilise leurs fonctions réciproques, c'est-à-dire respectivement arccosinus et arcsinus. Le souci avec cette méthode, c'est que ces fonctions réciproques sont uniquement définies dans des intervalles précis. Mais déjà quelque chose à comprendre, c'est que ces fonctions renvoient uniquement l'angle principal, c'est-à-dire un angle qui se situe entre moins pi et pi. Le problème ici, c'est que lorsque θ dépasse pi, eh bien son angle principal est en fait négatif. C'est-à-dire que si mon angle est égal à 3 pi demi par exemple, eh bien son angle principal est en fait moins pi demi.
Bah oui, on effectue un quart de tour, mais à l'envers. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus car ce n'est pas une vidéo sur de la trigonométrie, peut-être un jour, qui sait. Mais pour simplifier le tout, il existe une fonction qu'on appelle arctangente 2, qui résout ce problème en renvoyant l'angle principal à partir de l'ordonnée et de l'abscisse du point sur le cercle, dans notre cas B et A. Bon, maintenant essayons de manipuler tout ça. Si notre norme est égale à 1 et que l'argument est égal à pi demi radian, donc 90 degrés, eh bien on peut utiliser la formule de Euler pour calculer la valeur de ce nombre complexe. Cosinus de pi demi c'est égal à 0, et sinus de pi demi c'est égal à 1. On nettoie tout, et ça nous donne exponentielle i pi demi est égal à i. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe sur le plan complexe. Un autre pour la route, si l'argument est égal à pi cette fois-ci, on peut réutiliser notre formule de Euler, cosinus de pi c'est égal à moins 1, et sinus de pi c'est égal à 0. Ce qui nous donne exponentielle i pi est égal à moins 1. Autrement dit, exponentielle i pi plus 1 est égal à 0. Peut-être que ça vous fait rien, mais on appelle cela l'identité de Euler. Et c'est personnellement l'identité que je préfère le plus en mathématiques. Avouez que c'est un peu élégant quand même. Si cela vous intéresse, je continuerai cette série dans le futur. Je ferai sûrement une ou plusieurs vidéos sur l'analyse complexe, donc fonctions complexes, etc. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.